Voilà, merci beaucoup. Je voudrais remercier tout le monde pour cette invitation. Monsieur le Président, Madame la Préfète, les élus et puis les organisateurs. Voilà, je vais essayer de... Alors, vous connaissez votre territoire en fait bien mieux que moi et je vais essayer de vous décrire un petit peu la situation telle qu'elle est aujourd'hui, rapidement, bien sûr. Trop rapidement, c'est toujours trop rapide. Moi, je suis toujours intéressé par les échanges avec le public, avec les entreprises, avec tout le monde, en fait. Et donc, je vais essayer de vous décrire un petit peu la situation en partant des événements que nous venons de vivre ces derniers temps. Alors, pourquoi pas commencer par 2023, très simplement. Alors, je vais vous montrer des horribles courbes et des graphes, mais en essayant de les expliquer au mieux, comme vous pouvez le voir. Alors, si j'arrive à trouver le pointeur qui est ici, dans cette figure du haut, cette figure représente les températures mondiales, en moyenne mondiale, depuis 1980 sur les étés. Voilà, donc on observe cette augmentation qui est très clairement liée au changement climatique, mais aussi on voit que à cette augmentation se superposent des variations. Et en 2023, voilà, une hausse des températures mondiales absolument colossale par rapport aux autres années. Voilà, bon, c'est bien là toute la difficulté de compréhension des évolutions climatiques, puisque le changement climatique se superpose avec des variations qui, elles, sont naturelles, ou non d'ailleurs. Mais voilà. La deuxième difficulté, c'est que finalement, ces températures mondiales qui vont avoir des effets un peu partout dans le monde, mais pas strictement comment dire, dans toutes les régions du monde en même temps. Donc, par exemple, en 2023, en Europe, eh bien, en 2023, en Europe, la situation est légèrement différente que dans le monde. C'est vraiment l'année 2022 en Europe, qui est l'été 2022 qui a culminé. Donc voilà, donc on a cette évolution. On a aussi en 2023 d'autres évolutions très surprenantes. La première, c'est l'écart à la normale de l'étendue de la glace de mer Antarctique. Alors vous allez dire c'est très très loin d'ici, mais c'est très important pour les systèmes marins, notamment les écosystèmes marins, et puis aussi pour le climat lui-même, puisque la banquise renvoie le rayonnement. Donc lorsqu'il n'y a plus de banquise, ce rayonnement peut chauffer directement l'océan. Donc en 2023, on a l'impression effectivement d'un décrochage par rapport à toutes les autres années qui sont ici. Voilà, en 2023, on a aussi des événements plus régionaux ou locaux, mais d'une ampleur quand même considérable et absolument jamais vue. Je pense notamment aux feux qui ont eu lieu au Canada. Donc des feux les surfaces brûlées canadiennes sont, je crois, à peu près 2 fois supérieures au précédent record. Donc on est complètement en dehors des clous. Voilà, des événements aussi très, très marqués récemment en septembre sur la Grèce, en Libye, bien sûr. Et à chaque fois, on a une combinaison d'un événement climatique et aussi d'une vulnérabilité, d'une exposition. En Libye, on l'a vu très, très, très nettement avec le fait qu'il y avait des installations qui n'étaient pas appropriées à des telles quantités d'eau, notamment ces barrages qui ont cédé à la pression. Voilà. Alors, pourquoi, finalement, qu'est-ce qu'on en sait? Pourquoi a-t-on ce saut des températures en été? Eh bien, on va, nous les scientifiques, vous demander un tout petit peu d'indulgence et de patience. On ne sait pas tout. Non, on ne sait pas tout. Ce qu'on sait, c'est que l'année 2023 est le début d'une année El Niño. Donc, une année El Niño, c'est une année où le Pacifique tropical se réchauffe très fortement. On le voit ici sur les températures, mais on comprend bien
que ce n'est pas l'ensemble des phénomènes. On a en particulier, en 2023, un océan Atlantique, lui aussi, qui a démarré l'année dès le printemps avec un écart à la normale qui est tout à fait impressionnant. Mais donc, on a des températures qui sont au-dessus de la normale pratiquement partout dans le monde en 2023. On voit qu'on a une superposition au moins et de façon certaine du changement climatique, des effets du changement climatique plus d'El Niño, mais pas seulement. Alors on recherche d'autres pistes. La législation mondiale sur les émissions soufrées, excusez-moi pour la faute d'orthographe, des bateaux. Les bateaux doivent maintenant émettre moins de dioxyde de soufre et ça peut effectivement diminuer un petit peu les particules au-dessus des océans et permettre au rayonnement de pénétrer un peu plus. On pense que c'est un effet très faible en fait. L'éruption du Hunga Tonga, qui est un volcan qui a émis des quantités de vapeur d'eau dans la stratosphère. Alors dans la stratosphère, c'est au-dessus de 10 km schématiquement, et la stratosphère a la propriété de ne pas mélanger les fluides qui la composent, et la vapeur d'eau qui s'y trouve pourrait rester plusieurs années et produire par effet de serre des températures plus élevées. Là aussi, on pense que l'effet est très faible, malgré une très grande incertitude qui va bien sûr être quantifiée par des simulations qui vont être faites. Enfin, bien sûr, on a d'autres possibilités, des stockages de chaleur des océans, etc. etc. Voilà, donc ça c'est pour la Terre dans son ensemble. Alors, on me demande souvent, les journalistes me demandent souvent, a-t-on atteint un point de bascule? On a l'impression qu'en 2023, on décroche, ou on passe dans une autre dynamique. Alors, un point de bascule, c'est quoi? Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est une transition vers un autre état climatique qu'on ne connaîtrait pas forcément bien. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais être très clair, nous n'avons aucun élément pour dire que nous traversons un point de bascule. Peut-être dans certains systèmes, il y a peut-être des changements, mais à l'échelle globale, nous n'avons pas d'éléments scientifiques pour le dire. Donc, c'est aussi pour ça que j'essaye de ne pas avoir un discours catastrophiste. Non, nous avons probablement une conjonction de plusieurs événements, mais peut-être probablement pas un point de bascule. En réalité, ce que le GIEC nous apprend, c'est que la vitesse du changement climatique, la vitesse d'augmentation des températures, en fait, elle est simplement proportionnelle aux émissions de gaz à effet de serre. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus la vitesse d'augmentation des températures est élevée. Si on arrête d'émettre des gaz à effet de serre, les températures vont rester au niveau auquel elles sont, schématiquement. Voilà. Ce qu'on sait aussi et ce qu'on ne sait pas, rapidement. Alors, pour prendre 3 exemples. Donc, les situations qu'on a vues en septembre, en fait, elles sont toujours une superposition d'une météo qui est défavorable et, par ailleurs, du changement climatique. Le changement climatique vient, en quelque sorte, doper les extrêmes qui se seraient produits naturellement. Ici, dans cette situation qu'on a vue en septembre, qu'on appelle dans notre jargon un blocage en oméga par sa forme, en fait, l'écoulement de l'air ici suit cette dynamique-là en ramenant des masses d'air. Voilà, il a fait très chaud début septembre, une canicule absolument hors norme pour la saison, en ramenant des masses d'air venant du sud. Et puis à l'inverse, sur la Grèce, on avait ce qu'on appelle une goutte froide, donc des températures un peu plus froides et avec beaucoup d'orages, de pluie, de convection, etc. Et une tempête qui s'est formée en Méditerranée. Alors, ces situations se produisaient avant aussi, mais on sait qu'aujourd'hui, les températures dans la partie chaude sont encore plus chaudes et les pluies dans la partie froide sont encore plus abondantes. Ce sont les 2 aspects du changement climatique en Europe, d'effet du changement climatique sur la météorologie.
Voilà. Rapidement aussi, je vais m'intéresser simplement à la sécheresse de 2023, pour laquelle il y a des études qui sont déjà parues. Et on sait aujourd'hui que ce type de sécheresse, caractérisé par l'état d'humidité du sol, ici dans cette étude, ce type de sécheresse qu'on a vu en 2022 a déjà une probabilité 3 à 4 fois plus forte qu'aujourd'hui lorsqu'on s'intéresse à la zone racinaire, c'est-à-dire la zone qui va permettre à la végétation de fonctionner. Voilà, bon, je n'insiste pas plus, mais je voudrais dire simplement que nous avons aussi des incertitudes, et Monsieur le Président en parlait tout à l'heure, sur cette. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez et votre impression que le changement climatique va plus vite que prévu. En réalité, c'est une impression qui est... alors, vous avez raison je vais expliquer pourquoi, mais c'est seulement ce que vous dites est seulement vrai sur l'ouest de l'Europe. En fait, l'ouest de l'Europe, lorsqu'on regarde les extrêmes de chaleur, là, ce sont des degrés. C'est une carte des augmentations depuis 70 ans des degrés dans les extrêmes de chaleur, le jour le plus chaud de l'année. Vous voyez que toute l'Europe de l'Ouest a une augmentation des extrêmes qui est très, très importante. C'est la plus importante au monde. Nous avons une augmentation des extrêmes de température en été qui est la plus importante au monde, en Europe de l'Ouest. D'où cette impression aussi. Et par ailleurs, nous savons, et nous avons une étude qui va paraître très, très bientôt, que cela est dû à une plus grande fréquence de ces fameux vents de sud qui ramènent de l'air très chaud, et que les simulations climatiques aujourd'hui les représentent assez mal. Enfin, pas assez mal, mais en tous les cas de façon insuffisante en tendance. Donc effectivement, sur l'Europe, mais seulement sur l'Europe de l'Ouest, on peut avoir cette impression que le changement climatique va beaucoup plus vite que prévu lorsqu'on parle de température extrême. Voilà. Alors, bon, des résultats très généraux sur le GIEC, et puis je vais m'arrêter ensuite. En fait, l'Europe, mais c'est aussi toutes les régions du monde. Là, c'est un schéma symbolique. Vous savez que quand on doit faire approuver un rapport, il ne faut pas trop qu'on voit l'ensemble les contours des pays, sinon il y a des discussions qui sont très longues. Donc c'est une représentation symbolique des régions. Nous nous situons ici, l'Europe de l'Ouest, la Méditerranée, et ce qu'on sait, c'est que pour les vagues de chaleur, aujourd'hui, dans ces régions, mais comme dans pratiquement toutes les régions du monde, ces vagues de chaleur sont en augmentation, et cette augmentation est liée directement au changement climatique. Il n'y a pas de doute. Lorsque l'on regarde les pluies extrêmes, qui sont évidemment très importantes pour le cycle de l'eau, eh bien, on voit que la situation est beaucoup plus contrastée pour l'état des connaissances. Il y a beaucoup de régions, notamment en Asie, en Amérique du Nord, pour lesquelles on a une relativement bonne confiance de dire que l'augmentation des pluies extrêmes est due au changement climatique. Pour la Méditerranée, c'est vrai aussi, mais avec une situation contrastée entre le nord et le sud. En gros, sur la France, l'Italie, la partie nord de la Méditerranée, on a des événements pluvieux qui sont en augmentation. Sur la partie sud, c'est un peu il n'y a pas c'est un petit peu plus difficile de conclure. Pour les sécheresses, vous voyez que le GIEC est très prudent sur l'évolution passée des sécheresses. Il y a véritablement 2 régions au monde pour lesquelles on a une augmentation des sécheresses et qui est attribuable au changement climatique, c'est l'Ouest américain et la Méditerranée. Vous voyez, c'est le nombre de petits points qui donne la confiance. Le reste, ce sont on n'a qu'une confiance très moyenne. Voilà, bon, je veux aller directement aux conclusions. Je pense que les événements extrêmes, donc ce qu'on disait, sont liés aux conditions météorologiques, en tous les cas les événements qu'on vit un petit peu au jour le jour, mais ils sont amplifiés et rendus plus fréquents par ce changement climatique, et ils seront en augmentation en fréquence et en intensité, en durée, etc. Et cette augmentation ne pourra être maîtrisée que par la neutralité carbone. Donc voilà, ça c'est le grand message, en tout cas pour ce qui concerne
les vagues de chaleur, les sécheresses et puis les pluies extrêmes. Quand même très important, donc les pluies torrentielles en fait qu'on voit en augmentation de façon relativement claire aujourd'hui, particulièrement dans le midi de la France, hein, typiquement plus 20% d'intensité des extrêmes depuis une soixantaine d'années. On sait qu'elles sont en augmentation, elles vont continuer à augmenter si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas stabilisées, enfin ne sont pas stoppées. Cette augmentation, le problème, c'est que souvent, elle est locale. C'est-à-dire que finalement, on entend souvent, lorsqu'on a une trompe d'eau qui vient de tomber, les personnes, les habitants malheureux, dire mais on n'a jamais vu ça de notre vie, ni nos parents, ni nos grands-parents, etc. Oui, peut-être, mais quand on regarde plus largement à l'échelle d'une région, eh bien, c'est plus extrême, elles se produisent, elles se sont produites, mais en moyenne, elles sont en augmentation, aussi bien en intensité qu'en fréquence. Donc, il est très, très difficile de prédire où elles vont se produire, y compris dans le futur. Donc voilà, c'est pour ça que les plans de prévention des risques doivent inclure tout le monde, en fait. C'est pas parce que c'est tombé à un endroit que ça va retomber au même endroit. La deuxième conclusion sur ces pluies extrêmes, c'est que tous les plans, finalement, qu'on peut faire sur les risques, sur la gestion de l'eau et la gestion des pluies extrêmes, ne peuvent plus se servir aujourd'hui que des observations passées. On doit prendre nécessairement en compte les projections futures, car les événements futurs seront plus intenses que ce qu'on vit aujourd'hui et dans le passé. Les sécheresses aussi, en augmentation, certaines dans le sud. J'ai oublié de vous passer une planche, mais une des choses dont on est certain, c'est que les pluies seront en diminution dans le sud de la France et que, en plus, les températures augmenteront et donc c'est un petit peu la double peine pour les sécheresses. Dans le nord de la France, la situation est un peu différente, avec une augmentation des pluies en hiver, une diminution des pluies en été, donc une augmentation de la saisonnalité, mais en moyenne un changement, enfin très peu de changements sur le bilan annuel. Voilà, j'imagine que vous allez parler beaucoup d'adaptation. Ce qui est important pour l'adaptation, c'est de concevoir des solutions durables, parce que ce n'est pas un problème qui va disparaître. Et puis, par ailleurs, c'est un problème qui doit permettre aussi de résoudre aussi d'autres difficultés, notamment avec la biodiversité. Voilà, j'arrête pour le moment. Si je pourrais vous dire 2 mots si j'ai le temps sur le GIEC. Oui, bien sûr, Robert Votard. Et justement, vu que les questions qui se posent à nous sont assez fondamentales, que ça réclame des actions drastiques, profondes, on peut avoir parfois, et de la part des citoyens et de la part des décideurs, la mise en question concernant les liens donc, entre les événements et justement l'aspect changement climatique. Et ce qu'on a vu apparaître, se développer ces dernières années, et puis c'est très bien aussi souligné dans le 6e rapport du GIEC, c'est cette fameuse science, ces études d'attribution qui permettent de dire, voilà, cet événement-là, c'est le changement climatique à tant de pourcents ou pas, sachant que tout le rapport du GIEC est établi sur ces niveaux d'incertitude. Hein. Ça, c'est le travail des scientifiques, de pouvoir dire, ça va de quasi certain, chaque affirmation dans le rapport du GIEC, ça va de quasi certain à extrêmement improbable. On n'est jamais sur une affirmation comme on peut le faire dans d'autres domaines de la vie sociale, si je peux me permettre, que ce soit en politique ou ailleurs. On n'est pas sur des certitudes absolues, on est toujours sur cette gamme. Voilà, puisque... Et alors, cette science de l'attribution, c'est un point très important. Alors, 2 mots quand même. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail parce que ça serait pas adapté. Juste en montrant une figure, parce que la suivante est trop complexe, je pense, à expliquer en quelques mots. Donc, voilà, ça c'est une figure qui représente, avec une courbe en noir, les observations depuis 1850 tout simplement des températures globales. En rouge, la courbe simulée par les modèles. Bon, c'est pas trop mal, il y a encore quelques écarts à comprendre. Et en bleu, la courbe simulée par les mêmes modèles, mais en retirant l'effet des retirant les gaz à effet de serre
et les changements d'usage des sols induits par les activités humaines. Donc voilà, c'est à partir de ce genre de figure, en construisant une simulation, en regardant d'abord les observations et en construisant des simulations qu'on appelle factuelles, c'est-à-dire avec toutes les connaissances qu'on a sur l'évolution des gaz à effet de serre, et puis en retirant ces effets-là et en regardant la différence, c'est un protocole expérimental très simple, qu'on arrive à dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus expliquer les évolutions sans mettre en cause les gaz à effet de serre. Eh bien, pour les extrêmes, c'est un petit peu pareil, ça marche un petit peu pareil. Simplement, au lieu de regarder des courbes moyennes, on va regarder des fréquences d'extrêmes, le nombre de fois qu'on va dépasser 35 degrés en un endroit donné, le nombre de fois où on va dépasser 300 mm dans une région donnée. Et puis, on va avoir des courbes un peu comme ça, avec des observations, avec des simulations factuelles et des simulations contrefactuelles. On appelle ça contrefactuel, c'est-à-dire où on enlève, on fait l'hypothèse qu'on enlève les facteurs qui vont piloter ce changement. Voilà. Donc c'est à peu près pareil. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais c'est très important de voir ça. Alors oui, bon, j'avais mais c'est pas, voilà. Je pense que l'essentiel est là. Et je ne veux pas vous noyer non plus dans les détails. Un petit mot concernant le GIEC, donc, puisque vous avez pris la coprésidence du groupe de travail 1, c'est un groupe de travail important. Il faut rappeler que le GIEC ne mène pas d'études, hein, c'est finalement un tour d'horizon bibliographique et des études avec les échanges avec les scientifiques. On fait une sorte de tour d'horizon et avec des réunions qui rassemblent beaucoup de scientifiques experts, on vient juger de ces études et faire une publication qui prend donc à chaque fois plusieurs années. Un rappel du fonctionnement du GIEC pour qu'on comprenne bien le périmètre de son action. Alors voilà, bon, le GIEC, c'est une organisation internationale en fait qui est sous qui a un mandat des Nations Unies et qui a pour mission double, premièrement de faire l'état des connaissances sur le changement climatique. Et puis, qui a pour mission essentielle de faire l'état des connaissances sur le changement climatique, soit sur des sujets particuliers, on va avoir des rapports spéciaux, par exemple comme on a eu sur l'usage des sols et le changement climatique, et soit pour faire un rapport d'évaluation générale sur l'état des connaissances. Alors c'est aussi bien sur les sciences physiques, donc les éléments physiques, et moi je suis physicien du système, que sur les éléments économiques, les solutions, l'adaptation, l'atténuation et les solutions pour tenir des objectifs en fait. Donc le GIEC est purement scientifique, il est neutre politiquement et il rapporte des faits qui sont issus des publications. Il ne fait pas de recherche, le GIEC, il fait simplement une évaluation de l'état des connaissances au travers des publications scientifiques et une synthèse. Alors, il a servi, le GIEC, dans les différentes étapes depuis sa création en 1988, et il permet d'apporter les connaissances aux décideurs, donc au gouvernement du monde. Il y a 195 pays qui sont membres, et qui finalement sont alimentés et approuvent le résumé pour décideurs de chaque rapport avec les scientifiques. Donc c'est parfois un processus complexe, bien sûr. Chaque État, chaque gouvernement a son agenda et donc qui n'est pas toujours favorisé, on va dire, par les conclusions qui sont celles des rapports du GIEC, mais néanmoins les rapports sont signés car ce sont des éléments scientifiques. Chaque phrase est appuyée par des séries d'articles, de publications, de chiffres, etc. Donc voilà, on a par exemple, en 2015, en 2014, je vais dire, le rapport du GIEC a permis d'alimenter en information la COP21, tout simplement, les accords de Paris. Aujourd'hui, les accords de Paris permettent tous les 5 ans une révision des objectifs, un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre et ce qu'on appelle le bilan mondial des émissions de gaz à effet de serre. Ça aura lieu en décembre et donc le 6e rapport du GIEC
va alimenter finalement en éléments scientifiques ce bilan mondial. Et il l'a déjà fait d'ailleurs puisqu'il est publié, le bilan mondial. Il est donc composé de rapports spéciaux, de rapports d'évaluation générale, donc groupe 1, sciences physiques du climat, groupe 2, impact, adaptation et vulnérabilité, et groupe 3, atténuation du changement climatique, donc l'économie et les technologies, et puis les questions de sobriété, etc., etc. Voilà, donc ça c'est ce qui a été fait pendant 7 ans, pendant le 6e cycle. Juste à titre d'indication, quelques chiffres. Alors, comme vous pouvez le voir, on n'est pas encore très très bon en termes de parité. Hein. Ça vient simplement des nominations des pays. Les pays proposent des candidats. Voilà, les organisations internationales aussi. Et puis, le rapport qui a été choisi est un rapport qui est déjà dans les candidatures. Voilà. On a beaucoup. Donc, il y a quelques chiffres. Simplement, les étapes de construction d'un rapport, c'est toujours très interactif. On a un premier brouillon qui est livré à la communauté scientifique. Les scientifiques peuvent le critiquer, peuvent poser des questions, peuvent amener surtout des nouveaux éléments, des références, etc. Donc c'est très intéressant. Et on a un deuxième cycle de revue qui est aussi effectué. Et puis, ce qu'il faut dire, par exemple, moi je me suis occupé dans le 6e cycle d'un chapitre, d'un des 13 chapitres du rapport du GIEC du groupe 1. Et par exemple, à la deuxième revue, on a eu 3500 commentaires. Donc il fallait qu'on avait obligation de répondre à chacun de ces commentaires, soit en acceptant les modifications proposées, soit en les rejetant, parce que, et en argumentant pour les raisons pour lesquelles on les rejette. Voilà. Un des grands messages, voilà, c'est la figure que je voulais montrer, c'est que les conséquences du changement climatique augmentent avec le degré de réchauffement. Aujourd'hui, on est à peu près à 1,2 degré. Hein. À 1,5 degré, on a un réchauffement et surtout, là, c'est les précipitations. Hein. Donc, un assèchement de toute cette région-là à 1,5 degré qui se poursuit à 2 degrés et qui s'amplifie encore si, toutefois, on était amené à 4 degrés de réchauffement global. Hein. Voilà. Donc, ça, ce sont des conclusions pour l'eau. Je passe un petit peu sur les détails, mais on a pu avoir un rapport de synthèse qui montre que sur le passé, si on regarde les évolutions historiques, eh bien, il est incontestable aujourd'hui que les observations des systèmes montrent que les impacts du changement climatique, pas seulement les pluies et tout ça, mais les impacts sur l'agriculture, sur les infrastructures, etc., sur les villes, les impacts sont déjà présents et tout à fait observés partout. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante à retenir dans le rapport de synthèse, je vais assez vite, hein, ça tient surtout dans la partie droite, c'est que si il y a déjà des politiques climatiques, donc il n'y a pas rien. Quand on regarde un petit peu le bilan des gaz à effet de serre évités par les politiques climatiques, c'est assez mince, mais quand même, c'est l'équivalent d'une année d'émissions à peu près. Hein. Voilà. Donc, il y a des efforts, il y a des politiques climatiques qui, si elles sont suivies jusqu'à la fin du siècle, nous amènent sur cette courbe rouge d'émissions de gaz à effet de serre qui nous amènent en gros à 3 degrés, un petit peu plus que 3 degrés de réchauffement, alors que les accords de Paris nous disent en dessous de 2 degrés. Et puis, donc, en dessous de 2 degrés, il faudrait effectivement suivre des trajectoires qui très, très rapidement diminuent. Voilà, je vais m'en tenir à cela sur le GIEC et vous remercier pour votre écoute. Je voudrais signaler quand même quelque chose. Donc, hier, c'est tout récent, hein, vous avez le Haut Conseil pour le climat qui fait l'évaluation des politiques publiques, mais aussi qui présente l'état des sciences du climat pour la France spécifiquement. Donc c'est vraiment très très important comme travaux qui sont faits par le Haut Conseil pour le climat. Donc un rapport pour le grand public a été livré hier. Et j'ai même pas eu le temps de le lire, hein, mais j'ai vu les quelques conclusions. Je connaissais le rapport de juin, mais je voudrais signaler ces travaux. C'est très important pour les élus,
les décideurs aussi, donc d'avoir ces chiffres en tête, et ils sont vraiment focalisés sur le territoire national. Merci beaucoup Robert Votard, merci pour votre intervention. Je vous propose qu'on mette un peu plus de lumière dans la salle et qu'on vous propose des micros pour interroger Robert Votard si des questions vous sont venues à l'esprit. Robert Votard, vous me disiez en échangeant là juste avant de venir dans cette salle que le GIEC c'est très bien, justement que vous souhaiteriez que ce serait très bien qu'on ait un peu plus d'informations sur les conséquences des actions qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire qu'on arrive, là c'est un travail de scientifique, on l'a dit, de synthèse, mais que ça puisse irriguer finalement davantage l'action. C'est davantage peut-être le rôle du Haut Conseil pour le climat qui est directement sur la décision publique. Alors pour la France, oui, mais au niveau international, c'est vraiment le rôle du GIEC. Et ce qu'on va essayer de faire justement dans le 7e cycle, tout en respectant les règles du GIEC, hein, donc il y a des règles qui ont été votées, etc., qui sont assez rigides d'ailleurs. Je l'ai découvert très récemment. On peut néanmoins avancer en incluant, par exemple, le premier rapport qui va être livré dans le 7e cycle va être un rapport sur les villes et le changement climatique. On pourra en reparler un petit peu. Mais en tous les cas, ce qu'on voudrait, c'est dans les réunions de cadrage du rapport, là où on va définir les sujets que devra traiter ce rapport. En général, dans les cycles précédents, il n'y avait que des scientifiques. Pas toujours, mais en tout cas, il y avait très peu de personnes venant des branches sectorielles, venant des associations, etc., etc. Donc ça, nous, on est plusieurs à vouloir que cette évolution, qu'au moment du cadrage, on puisse avoir des représentants de grandes associations. Alors, comme on se doit d'une certaine neutralité, c'est forcément des associations internationales, mais bon, il peut y avoir aussi, en tous les cas, c'est des émanations de structures publiques. Donc, voilà, on va essayer d'améliorer ce processus d'interaction avec la société aujourd'hui, donc dans le cadrage de ces rapports du GIEC, donc en amont. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis c'est maintenant, en fait. Ça va commencer bientôt. Et je tiens à dire, parce qu'il y avait des photos qui étaient prises, que les PowerPoints seront mises en ligne, hein, d'ailleurs, sur le site de l'événement de l'agence. Un micro, oui, c'est à vous. Alors, je ne vous vois pas. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame. Madame, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, alors, le GIEC insiste sur, évidemment, la réduction des gaz à effet de serre. Ce qui ressort dans le grand public souvent des rapports du GIEC, c'est la diminution des émissions. Pourquoi il n'y a pas plus d'assistance sur l'augmentation de captation du carbone par la régénération des cycles de l'eau et la restauration des sols? Alors, j'ai une réponse très simple à votre question. Alors, les rapports du GIEC mentionnent bien tout le cycle du carbone, hein, donc l'ensemble des processus. Mais effectivement, dans l'action, ça restera assez limité si on se base seulement sur les puits de carbone, donc les processus de stockage du carbone qui facilitent évidemment le fait qu'on a moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En fait, c'est très limité. On ne pourra pas compenser grand-chose avec les forêts, avec l'utilisation des sols. Pourquoi ? Parce que simplement, le carbone qui est extrait soit des puits de pétrole, soit du gaz ou du charbon, finalement, lorsqu'il est ramené à la surface, on peut le stocker effectivement dans les forêts, mais il va réapparaître. Les forêts, elles réémettent, elles brûlent parfois. Voilà. Donc on n'a pas de très bon stockage pérenne dans les forêts. C'est pour ça que bien souvent, moi j'ai l'habitude de dire que attention aux mécanismes de compensation. On ne compense pas en fait réellement un atome de carbone qui vient des couches profondes. Voilà, il va falloir des centaines de milliers d'années pour qu'ils reviennent au niveau, sauf si on utilise des techniques effectivement de capture de carbone. Oui, attention effectivement au processus de compensation qui est souvent assez rapidement appelé, c'est pratique, mais quand les forêts brûlent, c'est vrai que la compensation n'est pas extraordinaire. Une autre question. Oui, je suis là. Bonjour, Alice Pro, je suis responsable d'un syndicat de rivière dans l'Ain.
Sur notre territoire, donc, on est très inquiet effectivement par l'impact du changement climatique sur les débits de nos cours d'eau. Et ma question est la suivante. On observe donc sur notre territoire, plutôt depuis, on va dire, un peu moins de 10 ans, 7 ans, une diminution des précipitations d'environ 20%, et en particulier une diminution forte des précipitations en hiver. Donc, ça ne va pas donc dans la tendance que vous avez plutôt expliquée. Et je voulais savoir, à partir de, scientifiquement parlant et statistiquement parlant, à partir de combien d'années est-ce qu'on peut parler effectivement de tendance? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui se posent sur le territoire, justement sur les questions de ressources et de disponibilité dans le futur, mais aussi de gestion des rivières dans le futur, si en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, renoncer à finalement avoir connu des rivières avec de l'eau. Et donc, à partir de combien de temps, statistiquement, on peut considérer que c'est vraiment une tendance sur le territoire ou ça reste un artefact lié à la météo de ces 10 dernières années, quoi. Merci beaucoup pour cette question. C'est une question très importante, en fait, parce qu'elle fait appel à la notion d'échelle spatiale et d'échelle temporelle aussi. Sur les pluies, particulièrement, le problème, c'est que les tendances, même à long terme, sont souvent locales. Donc, elles sont là, vous les subissez, mais elles ne sont peut-être pas, sur les pluies, témoins attribuables directement aux émissions de gaz à effet de serre. On a aussi à l'échelle locale des phénomènes de variabilité, y compris à très grande échelle de temps, comme plusieurs décennies, etc. On peut voir des tendances. Voilà, c'est souvent soumis à la météorologie. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est effectivement à grande échelle, à l'échelle du territoire national, à l'échelle du monde, on voit des tendances qui sont très claires. Alors, sur le sud, à l'échelle... aujourd'hui, les tendances au niveau national, en moyenne annuelle, ne sont pas claires. Il n'y a pas des tendances très, très fortes. En revanche, une chose est certaine, c'est que pour la sécheresse des sols, même avec une pluviométrie constante en légère baisse ou même en légère hausse, on aura des problèmes de sécheresse. Parce que la sécheresse va venir des températures, en fait. Donc ça, je pense que c'est ça qui est important. En hiver, on n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de résultats très certains sur les tendances à l'échelle locale, y compris à l'échelle nationale aussi. C'est très soumis à la variabilité. Très bien. Alors, on a aussi une autre question, allez-y. Pardon. Oui, bonjour, Jean-Philippe Bouton de l'Adréal Auvergne-Rhône-Alpes. Et avec les courbes que vous avez montrées, j'ai l'impression que les accords de Paris, on peut les enterrer, puisqu'à 1,5 degré, j'ai l'impression qu'on va les emplafonner largement. Donc on va plutôt être sur des tendances 3 degrés, j'ai l'impression, enfin si j'extrapole les courbes que vous avez montrées. Quel est votre sentiment, d'après vous, sur les politiques, les politiques de manière générale? Est-ce que vous pensez que les simples incitations telles que proposées par le président avant-hier, je crois, vis-à-vis des citoyens sont suffisantes ou faudrait-il passer par des mesures plus contraignantes? Moi, je suis toujours frappé de voir la dichotomie entre les conséquences dramatiques que vous présentez et puis l'inertie qu'on peut voir dans les comportements individuels. Je parle de l'usage de l'avion, par exemple, ou de l'usage des gros véhicules. Est-ce que vous pensez donc que des mesures plus contraignantes seraient nécessaires pour que la population prenne conscience ou prenne les mesures efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Alors la première chose, le premier élément, c'est les accords de Paris. Non, ils ne sont pas enterrés. On sait qu'on va dépasser les 1,5 degré d'ici une dizaine d'années à peu près. C'est à peu près ce qui est projeté. Alors vous allez peut-être entendre dans les médias, on a dépassé les 1,5 degré, peut-être même cette année. C'est temporaire. Quand on parle au sens climatique du dépassement des 1,5 degré, c'est sur 20 ans, donc en moyenne sur 20 ans. Donc forcément, il y aura une première année où on va dépasser les 1,5 degré. Ce n'est pas pour ça que les accords de Paris sont enterrés. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les accords de Paris, c'est en dessous bien en dessous de 2 degrés,
voire jusqu'à 1,5 degré. Donc là, c'est vraiment la phrase, alors je ne me rappelle plus la teneur exacte, mais c'est bien en dessous des 2 degrés. Donc voilà, 1,6 degré, c'est mieux que 2 degrés. 1,7 degré, c'est mieux que 2 degrés. Et il n'y se passe rien de particulier au moment où on franchira les 1,5 degré. Ça, je pense que c'est important. Simplement, les conséquences du changement climatique vont être de plus en plus importantes. 1,5 degré, 1,6 degré, 1,7 degré, encore plus. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur l'incitation. Alors là, malheureusement, je vais botter un petit peu en touche. D'abord parce que c'est pas mon domaine. Comment dire, la perception, la sociologie du changement climatique. La question sur laquelle je peux répondre, c'est très clairement, c'est que oui, les politiques publiques, comme vous l'avez dit, aujourd'hui dans le monde, ne permettent pas d'atteindre ce qu'on doit atteindre, c'est-à-dire la neutralité carbone en 2050 pour satisfaire aux objectifs des 1,5 degré. Voire même 2 degrés. On n'y arrive pas là avec les politiques climatiques en cours. Les accords de Paris permettent de revoir les émissions, les baisses d'émissions, à la hausse. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais de permettre de renforcer les baisses d'émissions, mais pas de les relâcher. Donc c'est une chose. Maintenant, est-ce que le gouvernement français propose des mesures qui sont à la hauteur ? Je suis vraiment pas en mesure de pouvoir vous répondre. C'est le Haut Conseil pour le climat qui va le donner. Je ne pense pas que les mesures qui ont été proposées récemment ont été analysées. Celles qui étaient proposées précédemment montraient, et on le voit dans le rapport qui est paru en juin 2023, le rapport du Conseil pour le climat, très largement insuffisantes. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire, parce que l'évaluation des politiques, ça prend beaucoup de temps, donc on ne peut pas en une semaine vraiment se prononcer de façon... À noter, Robert Votard, qu'en début d'après-midi, Nicolas Fulen interviendra, parce qu'on parlait de notre implication personnelle aussi dans les actes du quotidien et les aspects politiques. Tout ça se rattache, et y compris d'ailleurs quand on est un homme politique ou une femme politique, aux aspects aussi de psychologie sociale. Il y a sa façon de réagir aux événements. Alors oui, moi j'ai l'habitude de dire, bon, il se trouve que je fais partie en tout cas j'ai fait partie de la conception du programme de formation des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui est en train de se dérouler. Je crois qu'il y a eu une phase expérimentale en Rhône-Alpes aussi, donc avec tous les avantages et les inconvénients d'une phase expérimentale, mais qui a été notamment conduite par Madame la préfète, je crois. Donc voilà, donc ça va se dérouler. Ce que je dis simplement, c'est que nul d'entre nous n'a eu une formation sur l'écologie à l'école. Donc, il est temps de rattraper le temps perdu. Donc, c'est vraiment, je dirais, aux enfants, bien sûr, à aller au niveau de l'école, mais aussi de façon urgente au niveau des décideurs publics, privés aussi, d'organiser cette mise à jour des connaissances, parce que nous ne sommes pas câblés avec cette vision de la transition écologique, alors que chaque décision de chaque jour, que vous soyez citoyen, que vous soyez décideur, finalement chaque geste, chaque décision comporte une dimension environnementale. La dimension environnementale, elle est partout, et ça répond peut-être aussi à votre question. Quand vous faites des choix modaux pour vous déplacer, vous avez une décision environnementale derrière. Vous avez des impacts environnementaux derrière. Quand vous décidez pour l'alimentation, etc., vous avez des impacts. Ouais. Donc partout. C'est intéressant de rappeler ça, d'ailleurs, Robert Votard, de dire aussi que c'est une compétence. Parce qu'à un moment donné, on parle d'éco-anxiété, on ne peut pas s'arrêter de respirer. Ce qu'il faut, c'est agir, et agir avec la bonne réflexion, c'est-à-dire être compétent pour pouvoir, dans tous les domaines de la vie, avoir une action qui soit adaptée à la situation. Et là, on voit qu'il y a des situations qui ne sont pas adaptées. Un petit mot quand même sur les histoires de degrés, parce qu'on va passer la parole à d'autres personnes. Évidemment, ce n'est pas parce qu'on passe de 1,4 à 1,5 qu'on souffre, alors qu'on ne souffrait pas à 1,4. Benoît Leguet, du Haut Conseil pour le climat, dans une autre assemblée, avait, je trouve, une image assez intéressante qui était l'image de la machine à claques.
on met des sous dans la machine, plus on met de sous, plus on prend des claques fortes. Et donc, c'est quand même extrêmement progressif. Et il y a aussi un autre point qui est intéressant, qu'il faut peut-être démonter, qu'on a beaucoup entendu dans les médias, et y compris d'ailleurs dans la bouche de certains experts très bons dans leur domaine, et notamment le domaine de l'énergie, qui est la question de l'inertie. On disait, voilà, on arrêterait de toute façon d'émettre des gaz à effet de serre maintenant, ça continuerait de monter jusqu'à 2 degrés. Le GIEC, dans son 6e rapport, dit que non. Que si on s'arrête d'émettre du CO2, il n'y a pas tant d'inertie que ça, c'est plus 0,3 degrés, je crois. Oui, alors bon, là les résultats sont assez subtils, mais c'est pour ça que moi j'ai l'habitude de dire, si on arrête d'émettre du CO2, la température elle se stabilise, voilà, elle reste au niveau, bon, à plus ou moins un dixième ou 2 degrés. Voilà, il y a encore des discussions, il y a encore des débats, il y a encore des études là-dessus, donc ça reste encore à l'étude. Voilà, donc ça veut dire que c'est directement attaché à nos gestes. Ce qu'on fait a une incidence. Absolument. On a l'habitude de dire aussi que chaque tonne de carbone qu'on émet a une conséquence. Elle s'accumule dans l'atmosphère. Enfin, en tout cas, la moitié de c'est des choses dans lesquelles je suis pas rentré sur le cycle du carbone, mais les émissions de tous les jours se stockent au fur et à mesure dans l'atmosphère. Et on ne peut pas mettre non plus à égalité le méthane et le CO2, puisque le méthane, c'est 20 fois plus en effet gaz à effet de serre que le CO2, mais ça reste 12 ans dans l'atmosphère. La permanence est assez courte. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme votre carte bleue. Hein, quand vous êtes arrivé au plafond, vous attendez la semaine d'après ou le mois d'après et ça redémarre. Avec le CO2, le problème, c'est que ça s'accumule, c'est plus d'un siècle. Donc on est sur des additions successives qui finissent par poser le problème dont on parle aujourd'hui. Un des éléments dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a une partie significative des personnes avec qui j'ai pu discuter lors de séances de formation qui n'avaient pas simplement conscience que le changement climatique est un processus irréversible. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution et qu'il faut rien faire, mais c'est un processus irréversible. Lorsque on ne fera pas redescendre les températures, en tous les cas, pas à l'échelle d'une vie, ni à l'échelle, voilà. On ne pourra faire redescendre la température que si on reprend le CO2 qui est dans l'atmosphère et qu'on le réenfouit dans les couches géologiques. Or ça, on ne sait pas encore le faire à l'échelle de la planète véritablement. Il y a des investissements de sociétés qui font vraiment de la reprise du carbone. Ça peut être assez prometteur. Le modèle économique est encore pas très, très, très clair en tous les cas, mais il y a des technologies qui aujourd'hui pourraient permettre ça. Une question en salle. Non, je voulais juste revenir sur la remarque de tout à l'heure. Votre réponse, c'était pas du tout à la compensation que je pensais du tout. Il faut bien entendu réduire les émissions de gaz. Je pensais, moi, à l'effet de certaines activités pour restaurer sol et cycle de l'eau, justement pour abaisser la température et augmenter les infiltrations. Donc, agir sur la réserve en eau, quoi, en fait. Voilà, c'est oui, ça l'idée. Pardon, excusez-moi de mal avoir compris votre question. Mais bien sûr, ce sont des technologies, des solutions d'adaptation finalement et d'atténuation qui sont à mettre en œuvre et qui font partie des différents plans d'adaptation. Le zéro artificialisation net, c'est un peu l'image du zéro émission net qui est dû en 2050, mais le zéro artificialisation net signifie effectivement qu'on n'a pas de création de surface artificialisée, mais on est beaucoup à penser que en fait ce qu'il faudrait c'est un zéro artificialisation brute. Je sais que ça peut choquer, mais la qualité des sols qu'on récupère après avoir dépollué, etc., n'est pas du tout la même qu'un sol qui est naturel. Donc voilà, ça c'est une première chose. Par ailleurs, pour les villes notamment, et ça va être très important, ça va être important à la fois pour la chaleur, pour la ville, pour la biodiversité, pour la chaleur, pardon, pour l'eau et pour la biodiversité. La végétalisation des villes, c'est vraiment la perspective la plus intéressante, mais on a aussi des autres
phénomènes sur les villes qui sont très bien d'ailleurs mentionnés. Je fais référence à un rapport sur les vagues de chaleur en Île-de-France que j'ai trouvé très bien. Le fait qu'on construise encore aujourd'hui des tours qui sont des serres avec des grandes vitres, etc., ça n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui. Bon, mais je m'écarte un petit peu de votre question, excusez-moi. Voilà, mais c'est intéressant parce que c'est quand même aussi extrêmement lié. 2 dernières questions parce qu'après il faut qu'on passe à la suite du programme, mais je vous laisse les formuler, questions ou remarques bien entendu. Bonjour, Mathurin Boger, hydrogéologue, société S2E, ici. Ah, pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de monde. J'aurais dû lever le bras plus tôt peut-être. Ma question, ça porte sur cette manière de ressentir cette espèce de dissonance surréaliste par rapport aux actions qui sont menées et à l'état des connaissances documentées régulièrement. Si on n'attend pas depuis le politique de ne pas vouloir aller vers la coercition, enfin ce qui pourrait être vu comme de la coercition, et ce qui est souvent présenté comme ça d'ailleurs, et qu'on est tenté peut-être aussi, nous à titre personnel, de ne pas vouloir aller vers de l'inconfort ou quelque chose de vouloir nier un petit peu parce que c'est humain et c'est moins difficile peut-être à admettre et à voir en face. Comment est-ce que vous verriez et est-ce que vous prévoyez de sensibiliser plus la sphère médiatique, c'est-à-dire moi à titre personnel, j'entends régulièrement mais qu'est-ce qu'on va faire en France, on n'émet que 1% du CO2 mondial. Ce genre de choses, ça me rend fou, pas la peine d'expliquer, mais n'empêche, ça existe et c'est tous les jours. Comment réussir à faire cette pédagogie, en fait, que ça diffuse vraiment à travers les médias, si ça ne prend pas par le sommet, plutôt prendre par la base avec une vraie forme d'éducation. Oui, il n'y a pas une solution unique à votre question, hein, bien sûr. Bien sûr, toutes les techniques pour ne rien faire sont mises à l'œuvre, comme celle dont vous parlez. C'est pas de ma faute, c'est celle des autres. Donc évidemment, si tout le monde raisonne comme ça, on va pas aller très loin, et on va surtout pas aller dans le sens de la justice, de l'égalité, de la justice, puisque la responsabilité qu'on a dans les pays développés pour les émissions, elle est très forte. Hein. J'entends aussi de temps à autre la surpopulation, etc. Oui, voilà, faut bien voir à quel endroit. Donc sur la question des responsabilités des émissions. Sur la pédagogie, moi je crois qu'il faut quand même avoir une pédagogie très positive. Hein. On n'a pas... on fait rien dans la souffrance et dans l'effort juste pour l'effort, quoi. Là, on a envie de baisser les bras. Donc, la première chose, c'est, moi, je voudrais de temps en temps rappeler à certains, lorsque j'interviens dans les médias suite à des déclarations politiques comme quoi c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. Faut arrêter ça. Aujourd'hui, on a des solutions, on les connaît. Il faut justement se retrousser les manches pour essayer de limiter les dégâts. C'est pas, on n'est pas en train de passer. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de donner une vision du futur qui est quand même qui est enviable, quoi. Donc, je pense que jouer sur tout ce qu'on appelle les co-bénéfices, la santé et le vélo, les modes de transport. Et que les politiques locales favorisent fortement ces modes de transport sans interdire les autres, parce que sinon ça serait vu comme une mesure un petit peu trop coercitive. Mais bon, dans la mesure du possible, favoriser les transports doux. Donc là, on sait qu'en France, c'est le problème numéro 1 en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sont relativement faciles à gratter, hein, dans ce domaine-là, dans l'incitation aux modalités douces. Très brièvement, ouais. Robert Votard, si vous vouliez peut-être ajouter quelque chose. Voilà. Il y en a plein. Question, réponse, très brève pour tenir un peu nos durées. Bonjour, Jean-Michel Perret, je suis le maire d'une commune de moins de 5000 habitants dans les Cévennes, gardoise. Vous parlez des modalités de transport, justement. Moi, je suis passionné de la ville du quart d'heure. Excusez-moi, je vous vois pas. C'est qu'on n'a pas la spatialisation du son, donc on ne peut pas savoir où vous êtes. Voilà, levez-vous si vous voulez. Voilà, oui, sera merci. Mieux. Excusez-moi. Quelle commune, s'il vous plaît? Saint-Hilaire-de-Brette-Masse, c'est à côté d'Alès.
D'accord. Commune Sévenol. Et donc, en fait, la grosse problématique, justement, des modalités de transport, c'est d'arriver à une mosaïque ou un Rubik's Cube, comme dit Carlos Moreno, dans les activités professionnelles. Sinon, il est illusoire d'imaginer une atténuation de transport, une économie des distances, si on n'a pas un lieu de travail qui est la première destination quand on sort de chez soi. Et juste une petite remarque aussi, l'urbanisme, je pense, à travers nos plans locaux d'urbanisme, a une grande importance dans le stockage du carbone. Vous disiez effectivement, c'est compliqué actuellement, technologiquement, de stocker du carbone, de le restocker. Moi, je pense que c'est à travers des règles d'urbanisme où on incite très fortement à la construction bois qu'on fait du stockage de puits de carbone à travers nos modes constructifs. Autre réflexion avant de rendre le micro, je suis une cellule souche de la démocratie, vous savez, celui qui se prend toutes les claques. Et en fin de compte, on est les premiers interlocuteurs des populations à qui, en tant qu'élu local, on fait régulièrement des réunions publiques, on discute, on rencontre nos habitants. Il faut d'abord commencer par nous convaincre et convaincre les élus locaux et porter la parole auprès des élus locaux. Il y a une réglementation qui fait que dans nos EPCI, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les agglomérations, communautés de communes, on a des comités des maires. S'il y avait des ambassadeurs du GIEC qui venaient en comité des maires dans les différentes intercommunalités porter ce que vous faites là, vous arriveriez déjà à nous transformer nous-mêmes en ambassadeurs auprès de nos populations et ce serait 10 fois moins incantatoire qu'un message venant d'un média ou d'une administration déconcentrée et le message passerait mieux dans nos populations. Et puis, dernière question, il y a combien d'élus locaux dans la salle ? Combien d'élus locaux dans la salle ? Eh ben, c'est bien que vous posiez la question et c'est intéressant de voir qu'il y a pas mal d'élus locaux. Ça me fait plaisir. Je vous rassure, il y a aussi un élu local cet après-midi qu'on entendra, qui sera à la table ronde de l'après-midi. Et justement, on aura plein de questions à lui poser. Mais vous avez tout à fait raison, vous partagez ce point de vue, Robert Bottard. Oui, absolument. Et puis, je suis également habitant d'une commune du Gard. Et j'ai pu essayer aussi, à l'échelle très locale, de faire passer quelques idées, mais ça n'a pas très bien marché, je vous avoue. Donc, voilà, on n'est pas assez. Bien sûr, on n'est pas assez, donc il faut des relais. C'est pour ça qu'on organise ces grands programmes de formation aussi. Hein. Donc, voilà, on n'est bien évidemment pas assez. Et je serais ravi de pouvoir venir dans les communes du Gard, car j'y suis habitant également. Merci beaucoup, Robert Bottard. Merci.